Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Bonsoir Dino. Bonsoir Antoine. Alors Dino, ce soir, sinon, qui est-ce que nous allons recevoir? Eh bien, tous nos amis chroniqueurs qui sont de retour. Philippe qui est revenu de sa petite opération, il va nous dire comment ça s'est passé. Mais avant de les accueillir, bien, je voulais parler d'une série qui vient de sortir sur Netflix, que j'ai découverte il y a très peu de temps, qui s'appelle Altered Carbon. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. J'en ai entendu parler. Je n'ai pas visionné encore, mais j'en ai entendu parler. Alors, si vous ne la connaissez pas, si vous êtes abonné à Netflix, honnêtement, allez vous jeter sur cette série. Pour les fans de Blade Runner, on est vraiment dans cet univers un petit peu futuriste, avec une intelligence artificielle qui permet de... Alors, c'est pas tout à fait l'intelligence artificielle qui permet de gérer le monde, je dis des conneries, mais ils ont trouvé un moyen de pouvoir sauvegarder l'intelligence humaine dans des petits, on va dire des petits disques, voilà, amovibles, ce qui les rend finalement éternels, en tout cas ceux qui sont extrêmement riches. On ne peut mourir que si on se fait détruire son disque, et si l'enveloppe meurt, on peut interchanger, mettre le disque dans une autre enveloppe. Et donc tout ça s'est mélangé avec une histoire d'enquête, de meurtre, de crime. Il y a aussi tout un épisode sur une séance d'interrogatoire dans un monde virtuel où ils peuvent jouer avec ces disques, ces pensées des gens et les torturer en virtuel, quoi. C'est très impressionnant. Et ça tombe bien parce que toi, ce soir, tu voulais nous parler de l'intelligence artificielle, voilà, qui vraiment commence à prendre de plus en plus d'ampleur dans notre civilisation, on va dire, et qui visiblement t'inquiète un peu. Mais en fait, c'est ça, humblement, je ne sais pas si je vais être capable de vous parler de l'intelligence artificielle, mais de ce que j'en ai compris moi, puis surtout de réflexions que je me suis faites assez simples. En fait, ça fait plusieurs semaines sur Internet, je vois que les publicités et les recommandations sont de plus en plus précises. Elles ont toujours été plus ou moins, hein, c'est-à-dire, attends, je sais pas, on va taper vol pas cher. Pendant plusieurs semaines, on va avoir des offres de prix de vol un peu sur toutes les plateformes. Sauf que là, c'est de plus en plus précis. Et je remarque que les publicités, même sur YouTube, ça commence, que les publicités sont en rapport avec l'émission visionnée. Alors, tu vas me dire, oui, c'est normal parce qu'ils sont commandités. Mais là, non, parce qu'ils sont commandités, mais sur un panel de publicités. C'est aléatoire. C'est pas toi qui choisis exactement telle publicité qui va apparaître dans ta plage de pub. Là, ce qui est impressionnant, c'est que c'est lié, quoi. C'est presque toi qui le choisis pour YouTube. Vous savez, quand vous avez la page de pub qui apparaît, vous pouvez skipper la publicité ou la regarder jusqu'au bout. Bien, moi, je vous conseille de regarder jusqu'au bout les publicités qui vous intéressent, parce qu'après, ils vont vous servir plus des publicités qui vont être sur ce thème-là, donc par exemple des bandes annonces de films, plutôt que des parfums ou des voitures. Voilà. Après, c'est pas que ça dérive de ce que je voulais dire, mais dans le sens que on s'est peut-être pas compris au départ. Moi, ce que je veux dire, c'est que la publicité est en lien avec le thème et l'écriture de la vidéo que tu regardes. C'est-à-dire que tu es sur YouTube, dans ton YouTube sur le côté, en fait. Tu vas taper, tu vois l'émission, je sais pas, ça va être vaccin, etc., etc. La publicité qui va popper de suite à la lecture de la vidéo, c'est une publicité sur les vaccins ou sur la vaccination ou sur l'importance de se faire vacciner si on va voyager, etc., etc. C'est dans ce sens-là que je voulais dire, moi. C'est parce que ça devient encore un niveau au-dessus. Ça devient encore... C'est-à-dire que les algorithmes et les statistiques se répondent entre elles. Ça devient quasiment de l'intelligence artificielle puisque ils recoupent des informations entre intelligence électronique et ils en tirent des conclusions. C'est encore un niveau au-dessus de ce qui était encore il y a 5-6 ans, c'est-à-dire simplement des recommandations. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit tout de suite, mais c'est vrai qu'il m'est venu à l'esprit depuis que je suis jeune, depuis qu'on va à l'école, etc. On nous dit, regardez les ordinateurs. Le premier ordinateur dans les années 50, c'était quasiment un bâtiment. Et maintenant, maintenant, avec un smartphone, on a plus de puissance que l'intégralité des ordinateurs qu'il a fallu à la NASA pour amener le premier homme sur la Lune. Je veux dire, et cette évolution-là de la technologie, j'en avais conscience, mais j'ai l'impression que j'ai pris un train de retard. C'est-à-dire que si je ne m'interroge pas tous les jours sur ce phénomène, on perd du retard, on perd le fil, c'est-à-dire on perd le train en marche. Et le niveau
ou actuel, en fait, me fait peur parce que les films qu'on a vus dans les années 90, ces films futuristes, dits futuristes des années 90, nous projetaient dans un avenir qui nous semblait assez lointain, je sais pas, 60 ans, 80 ans, 100 ans, peut-être même irréalisable. Et je me rends compte, tout simplement, en observant les faits, en regardant chaque année, chaque mois, les événements, les informations qui nous sont venues par la science, etc., ben, qu'on y va. Mais on y va pour de vrai, on y va concrètement, on y va profondément. Et puis, j'ai l'impression que rien n'est prévu pour arrêter cette marche en avant. Quand on sait que Facebook et Google, les deux plus grosses boîtes actuelles dans le monde, bossent toutes les deux à la Silicon Valley sur l'intelligence artificielle, sur la volonté de reproduire, de mimer le cerveau humain et le dépasser, enfin, c'est ça, le but c'est de le surpasser, qu'est-ce qui va rester de nous en fait? De toute la problématique avec l'intelligence artificielle, c'est est-ce que l'intelligence artificielle sera au service de l'homme ou est-ce que l'homme sera au service de l'intelligence artificielle? Là, pour ceux aussi qui sont fans de séries, il y a une autre série sur Netflix qui s'appelle Les Voyageurs du Temps. C'est une intelligence artificielle qui dirige le futur. Ils l'appellent le directeur, et qui va envoyer donc des hommes dans le passé pour pouvoir arranger un certain nombre de choses. Et là, c'est l'humanité qui est au service de l'intelligence artificielle. Et puis de toute manière, il y a toutes les séries Terminator aussi, où c'est l'intelligence artificielle qui dirige le monde, même Matrix, c'est une intelligence artificielle qui dirige le monde. Donc la vraie crainte, finalement, c'est ça, c'est d'être au service de l'IA et pas le contraire. Ah ben, mais moi, j'aurais même tendance à dire que je ne sais même pas si ce sera probable, parce que si l'intelligence artificielle a les capacités techniques et motrices et de calcul et d'intelligence pour nous surpasser, je ne vois pas l'intérêt qu'elle aurait à nous conserver. Elle n'a aucun, dans ces cas-là, si elle nous dépasse et qu'elle se rend compte tout simplement qu'elle peut fonctionner de manière autonome, c'est-à-dire vraiment de manière autonome, on ne sert plus à rien. On ne sert strictement plus à rien. Parce que ce qui me fait rire, c'est que là, depuis 2 ans maintenant, depuis 2016, Google et Facebook, mais surtout Google, ont mis en place dans leur charte de travail, en fait, la possibilité du bouton rouge. Alors, le bouton rouge, eux, ils l'expliquent comme ce bouton magique qui permettrait d'appuyer sur ce bouton-là et d'arrêter la machine avant qu'elle se rende compte avant qu'elle nous fasse du mal, en fait. Mais je trouve ça d'une gaminerie, d'un côté puéril de la chose. C'est une vision assez enfantine, en fait, finalement. Parce que comment ils peuvent imaginer que la machine, si elle est véritablement intelligente, va se dire, j'ai ce bouton, il y a ce bouton là qui existe et je vais pas m'en occuper, ou je vais pas faire en sorte que ce bouton soit plus accessible aux humains. Moi, après, je suis pas quelqu'un de pessimiste, mais j'ai du mal à croire dans cette possibilité. Elon Musk, qui est quand même un des cadors de l'intelligence artificielle, nous dit que l'intelligence artificielle réveille le démon. C'est-à-dire que c'est le démon qui nous invoque à ça. C'est-à-dire, attention, je parle pas de religiosité ou de religion ou de spiritualité, je dis juste, c'est obligatoirement voué vers quelque chose de mauvais. Et on le sait et on le sent assez rapidement, puisque toute la publication, toutes les publicités, toutes les lobbying qui bossent là-dessus nous avancent là-dedans comme quelque chose d'incroyable, de magique, qui va soigner tout le monde, qui va empêcher les gens de mourir, qui va régler les problèmes de guerre sur Terre, qui va tout régler. Et en général, la solution miracle qui fonctionne pour tout, la poudre de perlimpinpin qui soigne tout le monde, ça n'existe pas, c'est un leurre, pour pouvoir s'enfoncer encore plus, je pense, dans cette servitude et pourquoi pas même dans l'effacement total de l'humanité. Allez savoir. Allez savoir. Stephen Hawking aussi. Stephen Hawking nous a prévenu, ça fait un moment, qui nous dit si l'IA est mise en place totalement, c'est la fin de l'humanité pour lui, selon lui, tu vois. Il y a AlphaGo. Il y a combien de temps? C'est en 2016, je crois, en 2017. Le premier, ça fait un petit moment, je ne sais plus combien ça fait de mois en arrière, mais AlphaGo, c'est quand même le premier ordinateur qui a été capable de battre un champion de Go, du jeu de Go. Le jeu de Go, c'est autre chose que le jeu de dames ou le jeu d'échecs. C'est quasiment un jeu de bataille, en fait. Hein. C'est un jeu stratégique militaire. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. J'ai essayé d'y jouer, c'est un peu compliqué, à des vues militaires. Et d'être capable, enfin, je veux dire, il y a tellement de combinaisons possibles, il y a tellement de possibilités, c'est tellement sensible, je veux dire, c'est comme ils disent ici au Québec, c'est touché, c'est-à-dire ça se joue à quelques petits paramètres et qu'un ordinateur soit capable de déjouer la stratégie militaire d'un homme, c'est assez impressionnant. Après, je voulais parler, c'est ça, toi, tu as parlé tout à l'heure, tu parlais des films, des séries Netflix et tout, moi, c'est
je voulais donner quelques exemples en fait de ce qui est capable actuellement les premières intelligences artificielles. Alors, il y a beaucoup de boîtes qui bossent indépendamment, même des boîtes, par exemple, plusieurs boîtes qui font partie de Google, qui vont bosser chacun sur un morceau de l'intelligence artificielle ou sur un concept de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut retenir, c'est que principalement, les avancées actuelles, d'après ce que je me suis renseigné, c'est sur la reconnaissance émotionnelle, sur la reconnaissance vocale, la reconnaissance écrite, c'est-à-dire la base de la communication en fait. Ils sont capables, grâce au deep learning, donc c'est-à-dire là en ce moment on en entend beaucoup parler ça du deep learning dans l'IA, c'est-à-dire c'est ça, ils apprennent comme des enfants en fait, par habitude, par essai, par hypothèse. C'est-à-dire que lui-même il est conçu pour prendre des hypothèses et dire ah tiens non ça c'est une erreur, mais c'est à une échelle microscopique. Résultat des courses, ils sont d'une précision incroyable, ils deviennent même plus puissants que l'œil humain. C'est-à-dire qu'avec, par exemple, la reconnaissance visuelle, émotionnelle, ils sont capables de reconnaître n'importe qui, n'importe où sur Internet, que ce soit pixelisé ou non pixelisé. On peut vous voir de dos, par exemple, sur Facebook, c'est assez impressionnant maintenant. Il y a encore quelques temps, les tags, quand on taguait une personne, je veux dire, là l'ordinateur te reconnaît alors même que tu es tourné, ou alors même que tu es baissé en train de faire quelque chose, on voit à peine un morceau de ton oreille. Il te reconnaît, il sait qui tu es. Et ça, c'était pas le cas il y a encore quelques temps. La reconnaissance vocale. C'est-à-dire que maintenant, ils ont la capacité de faire parler des ordinateurs, on dirait des êtres humains. C'est assez impressionnant. Bon, moi, ça me fait peur. Est-ce que tu te rappelles de cette expérience qui avait été lancée par Apple, de cette fameuse intelligence artificielle qui devait justement être autocognitive et donc presque elle a été mise, on va dire, en activité avec une connaissance d'enfant, et puis elle devait apprendre par elle-même. Et ça a très très vite dérapé. Je crois qu'ils ont dû l'arrêter en quelques heures, parce que je ne sais plus qu'elle avait dû balancer des insanités sur Twitter, quelque chose comme ça. Ça te rappelle quelque chose? C'était en 2016. Ouais, carrément, ça me rappelle quelque chose. Ça a fini qu'elle est devenue raciste et carrément, elle voulait tuer tout le monde, elle voulait exterminer l'intégralité des gens. C'est ça. Ouais. Mais en fait, c'est les gens, en fait, parce qu'elle répondait à ce que les gens leur disaient, en fait. Ils lui disaient quelque chose et elle répondait, elle apprenait comme ça. Fait que les gens se sont amusés à lui dire plein d'insultes, plein d'insanités, et puis c'est ce qu'elle a retenu. Donc, on voit que c'était un essai, que c'était d'une petite échelle. Je veux dire, c'était pas une intelligence assez développée. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une intelligence? Non. Elle s'appelait TEI. Oui, c'est ça, TEI. Oui, TEI. C'est ça. Non, mais là, maintenant, c'est un autre niveau. Je vois, il y a des vidéos carrément où ils te montrent un visage d'enfant qui est capable de réagir au mouvement. Tu lui parles à un endroit de la pièce, elle va te reconnaître. Il y a une autre personne qui veut lui parler, elle va être capable de la reconnaître. Enfin, c'est une caméra high-tech, c'est un haut niveau assez impressionnant. Bon voilà, de toute manière le problème c'est que est-ce qu'on va y échapper à l'intelligence artificielle? J'ai vraiment de gros doutes. On en parlait d'ailleurs la dernière fois avec Audrey Canso, 2030, où elle décrivait un petit peu le monde aussi avec la possibilité de pouvoir se connecter directement sur le net, voilà, être comme des Ghost in the Shell. Donc il y aura sûrement une intelligence artificielle qui va naître de tout ce réseau neuronal du net. D'ailleurs, peut-être qu'elle existe même déjà, sans qu'on le sache. Tu vois, une espèce de supraconscience comme ça. Elle est au premier stade, en fait. Elle en est vraiment au premier stade, mais elle existe. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas là. Elle commence. Le terrain la place est faite comme si c'était une maison, en fait. Voilà, le terrain est choisi. Il y a le début des fondations. On n'a pas coulé les fondations, mais on va le faire bientôt. Et ça fait peur. Moi, ma conviction la plus profonde à ce sujet, c'est qu'on se dirige vers la pensée unique dans un monde sans empathie ni émotion. Et ça fait très peur. Ni émotion, ni empathie, et ça fait très peur. Ni émotion. Ni émotion. Pardon. Ok, bon en tout cas voilà, on pourrait y consacrer une émission complète. Ceci dit, on avait essayé de faire une émission sur l'intelligence artificielle, on avait contacté un certain nombre de personnes et d'organismes pour pouvoir en parler. Bizarrement, c'est un sujet où les gens ne veulent pas venir en discuter.
Voilà. Si c'est pour dire que c'est génial, il y a plein de conférences de partout dans le monde, toutes les semaines, tous les jours, ça, il y en a. Voilà, on voulait avoir l'avis de professionnels pour nous parler des dangers. Bon. En tout cas, voilà, c'est un sujet qui reviendra sûrement sur le tapis. Lino, nos amis chroniqueurs viennent d'arriver. Écoute, je te propose de les accueillir. Bonjour à tous, comment allez-vous? Salut tout le monde. Salut. Hello, salut. Salut à tous. Alors, on va poser la question directement à notre ami Philippe. Comment ça va ton coude? Eh ben, ça va bien. Comme je disais tout à l'heure, on m'a bien retiré le drap qui m'a fait un peu mal d'ailleurs. Les coutures et puis maintenant le pansement, ça va bien. Je commence à porter des tout petits poids. Et petit à petit, je trouverai la dextérité comme d'habitude. Je pourrai bien sûr, évidemment, reprendre mes activités normales, l'aïkido aussi, mais petit à petit. Ok. Bon voilà, donc on recevra aussi Lily-Oz à l'issue de la chronique de nos amis, Lily qu'on enregistrera dans quelques jours. Alors Dino, moi je te propose peut-être qu'on commence par le grand rescapé. Qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, c'est une très bonne idée. Donc Philippe, c'est à toi. Eh bien, ce soir, nous allons parler du Betula alba, c'est-à-dire du bouleau. Donc en fait, le bouleau, en fait, moi ce que je fais au printemps, je récolte la sève de bouleau parce qu'en fait, elle a plein de propriétés, plein de principes actifs. Mais c'est toujours pareil, les plantes, comme je t'ai dit la dernière fois, elles sont là pour nous aider. Parce que le corps, en fait, il est capable de tout, et même au-delà. Ils sont là juste pour nous accompagner, ou dans la guérison, ou dans un laps de temps. C'est comme une béquille. Donc, le Betula alba, le bouleau, moi, ce que je fais, avant que je te dise toutes les propriétés, je vais te dire ce que je fais pour récolter la sève de bouleau. Donc, je me munis d'une petite perceuse sans fil, hein, et donc je perce un petit trou d'environ 2 à maximum 3 cm, et je mets dedans un petit tuyau. Et donc, je pose mon bidon que je cale ou avec un caillou, une branche que je trouve dans la forêt. Et donc, du petit tuyau, ça coule dans le bidon, et maximum par arbre, et en plus, ça dépend de la taille de l'arbre, je récolte environ 5 litres par arbre. Bon, c'est comme si on te faisait une petite prise de sang. C'est absolument rien du tout. Ah oui. Chez nous, on fait ça pour l'érable. On fait la même chose pour l'érable. Il y a même un petit robinet pour arrêter l'écoulement. Moi, pour arrêter, après récolte, je mets une petite cheville à bois et je mets de l'argile comme un cataplasme, tu vois, pour que l'arbre puisse se régénérer. Cicatrise. Voilà. Il faut savoir qu'un arbre, quand même, il fait environ 40 cm de circonférence. Ça fait à peu près 200 litres de sève. Donc, quand tu lui en prends que 5 litres, oui, ça va. Ça va. C'est comme toi, une petite prise de sang. C'est exactement pareil. Donc, une cure, c'est entre 3 litres, 3 litres et demi. Cela dépend des personnes. Je le déconseille fortement à ceux qui ont un sang très fluide. Comme j'ai dit une fois, c'est exactement la même molécule que l'aspirine. Comme dans le sol pleureur, la reine des prés, comme j'avais déjà dit une fois. Bien sûr, elle a des principes actifs. Cette sève, elle est diurétique, elle est drainante. Elle permet toujours à drainer. C'est toujours pareil, le corps, il en est capable, mais elle l'aide. C'est parce qu'avec tout ce qu'on mange aujourd'hui, malheureusement, il faut des aides extérieures. Donc, ça aide l'organisme à évacuer les toxines, l'acide urique, etc. Donc aussi, elle améliore tous les troubles urinaires, les reins, la vessie, et tout ce qui est vraiment en drainage de fond. C'est très bénéfique. Hein. Elle aide aussi la vésicule biliaire, le foie. Elle éclaircit le teint, elle permet parfois même de lutter contre les problèmes de peau, contre les boutons, l'acné, l'eczéma, tout ça là. Ça aide. C'est pas dit que ça les élimine, hein. Ça l'aide. Attention, parce qu'on m'a fait un petit peu la réflexion, donc je me permets de revenir à chaque fois dessus. C'est pour maintenant, je fais très attention à ce que je dis parce qu'après on me fait toujours des petits rappels. Donc voilà. Donc elle soulage certaines douleurs.
grâce justement à la même molécule que l'aspirine, comme les douleurs articulaires. Elle permet de nettoyer tous les tissus et réduire les œdèmes. Donc, certains l'associent à des régimes amincissants, puisque ça draine automatiquement. Dans la sève de bouleau, il faut savoir aussi qu'elle elle a beaucoup de propriétés. Elle a aussi du calcium, du phosphore, du potassium, du magnésium et de la vitamine C. C'est très intéressant. Et ce que j'aime bien aussi dedans, c'est qu'elle a aussi du silicium, comme de la silice. Ok. C'est très connu. On perd notre silice à partir de l'âge de 25 ans. C'est pour ça que notre peau, tout ça, se raidit. C'est-à-dire, on prend des rides, etc. C'est parce qu'on perd notre silice. Jusqu'à 25 ans, donc on a jusqu'à une montée, quoi. Et puis après, ça redescend en chute libre. Vraiment. Donc, si tu veux vraiment limiter ça, c'est apporter de la silice. Bon, on en trouve dans l'ortie, dans la prêle, mais il y en a aussi dans la sève de bouleau. Donc, c'est très intéressant. Donc, la cure, elle dure environ 21 jours. Cela dépend des personnes. Comme je dis, pour les femmes, je ne conseille pas de la prendre au moment des règles, surtout si elles sont abondantes. Moi, j'appelle ça des lunes. C'est plus joli. Voilà, donc ça, c'est pour la sève. J'utilise aussi les feuilles, mais en jus. Alors, elle sera pareil au niveau propriété, mais elle aura moins de calcium, de magnésium, etc. Parce que c'est normal, c'est juste les feuilles. La sève, pour qu'elle aille jusqu'aux feuilles, elle aura perdu beaucoup de temps et beaucoup de propriétés pour arriver jusqu'aux feuilles. C'est pour ça qu'on prélève d'abord la sève, puis en dernier, pour faire dans l'extracteur de jus, on va récolter les feuilles pour faire un jus. Pour ceux qui veulent faire des cures aussi avec les feuilles. Donc voilà pour le Betula alba. Non, bon. Ouais, j'avais une question, je me disais en fait si on pouvait la prendre autrement que dans les cures, c'est-à-dire parce que ça me faisait penser, c'est quand même de la sève, donc c'est onctueux, enfin ça doit être gras, ça doit être sucré aussi un peu, j'imagine. Alors c'est pas très sucré, c'est même ça n'a pas trop de goût en fait. D'accord. Ça fermente. Alors moi, je conseille de la prendre juste quand elle commence à fermenter, parce que c'est là qu'elle a le plus de probiotiques. Ok. Oui. Est-ce qu'on peut se mettre ça sur une tartine de pain? Je ne sais pas, comme tu dirais, tu te ferais un truc de sirop d'érable ou sur de la crêpe. Non, c'est vachement liquide. Tu peux l'avoir. C'est pas solide, c'est liquide. D'accord. Et pourquoi tu ne peux pas la prendre tout le temps? Parce que c'est au printemps, c'est en montée de sève. D'accord, tout simplement. Donc, c'est un laps de temps en plus. C'est entre fin février jusqu'au 20 mars environ. Cela dépend des années, c'est toujours pareil. Les temps, c'est un peu aléatoire par rapport à ce qui se passe. Là, c'est maintenant, c'est le moment de la récolter et justement d'en boire pour tous ceux qui ont envie de se faire une bonne petite cure, se purger un peu, etc. J'ai aussi créé des mélanges pour la détox, plante à la détox, et aussi un mélange d'alcoolature mère, teinture mère, parce que le vrai nom c'est alcoolature mère, qui s'appelle Detoxify et qui est là aussi pour enlever les métaux lourds, etc. Ok, donc et on retrouve tout ça sur ton site www.plantealarose.com. Voilà. Et merci Philippe. Du coup, Dino, on va peut-être passer à la suite de nos chroniqueuses sur un sujet qu'on avait quasi commandé la dernière fois avec Amel. De quel sujet? Les migraines, en fait. Les migraines. N'est-ce pas, Amel? Oui, c'est ça. Bonsoir Dino, bonsoir tout le monde. Oui, sujet sur les migraines, commandé un petit peu par tout le monde, on va dire ça comme ça la dernière fois. Donc, je vais vous présenter quelques cristaux qui aident à traiter les migraines, ainsi que quelques huiles essentielles. D'accord? Alors, en premier, il y a l'aquarubis, c'est-à-dire qu'à la base, c'est un cristal de roche sur lequel on a projeté par électrolyse un minéral. Tu vois, l'aquaura, c'est du cristal de roche sur lequel on a mis par électrolyse des poussières d'or. Et du coup, ça donne une couleur bleue. D'accord? Okay. L'aquarubis, ou l'aura rubis, pardon. L'aura rubis répond à la même chose, mais avec un cristal de roche et du rubis.
Donc, l'aura rubis, c'est un minéral qui va travailler sur apporter de l'énergie, renforcer la mémoire et aider à fluidifier ce qui a besoin de l'être. La pierre qui est la pierre de prédilection contre les migraines et les maux de tête, c'est la fluorine. La fluorine, c'est une pierre que l'on place sous son oreiller parce qu'elle permet pendant le sommeil d'agir sur le corps dans sa globalité. D'accord. Il y a des pierres en fait à porter sur soi et il y a des pierres à manipuler, je dirais, à avoir près de son bureau si tu préfères. Et puis il y a des pierres à avoir sous l'oreiller. Donc la fluorine, c'est celle que l'on met sous son oreiller. L'améthyste et la sugilite sont des pierres violettes, sont des pierres qui sont à porter sur soi. On peut les avoir dans sa poche. Tu vois, pour un homme, il n'est pas obligé d'avoir plein de colliers, sinon ça peut faire bizarre. Selon le travail qu'il a, tu vois, de porter des pierres violettes, ça peut faire un peu bizarre. Il y a une autre pierre que j'aime bien, c'est le jade impérial, parce que le jade impérial travaille à rétablir l'harmonie dans tous les corps. Ok, mais c'est quoi? C'est asiatique, genre? C'est impérial? Le jade impérial de Chine. D'accord, d'accord. C'est une pierre verte, en fait. Il y a aussi une autre pierre, puisque là, je vous présente vraiment toutes les pierres spécifiques à la migraine et aux maux de tête. Il y a celle que j'aime bien, l'œil de faucon. Alors, faucon, comme l'animal, l'œil de faucon va travailler à tout ce qui est préventif, va empêcher la migraine de s'installer et de devenir chronique. Il y en a qui sourient, vous voyez ce que je veux dire. L'œil de faucon, par contre, c'est bien à porter en pendentif. C'est une pierre très discrète. C'est tout petit, c'est une pierre ronde, l'œil de faucon. Et la pierre qui est reconnue en lithothérapie comme la pierre qui empêche la migraine de se former et de s'installer, c'est la sélénite. Elle fait ce qu'on appelle un processus de réharmonisation globale. La sélénite, c'est une pierre laiteuse, en fait. Elle est blanche. Elle est souvent en forme de galet ou en forme de cœur. Vraiment, tu sais, quand tu la prends dans ta main, tu as l'impression d'avoir un savon dans les mains. Mais c'est quoi celle-là? Tu la trouves facilement, je veux dire, même de. Oui. Et elle est extrêmement, peu onéreuse. Elle est quasiment gratuite. C'est la pierre la moins chère qui soit. Elle s'est placée dans la chambre des enfants parce qu'elle apaise effectivement les angoisses. Elle apaise les tensions psychiques. Elle travaille sur l'aspect des tensions psychiques. Si tu regardes bien, voilà, chaque pierre a une action différente. L'une, c'est pour permettre la circulation, puisque les migraines viennent quand il y a des tensions. L'autre va travailler sur le psyché, quand on travaille trop, quand on pense trop, quand on a le cerveau, je dirais, agité, tu vois. Quand on est tout le temps en train de penser 3-4 choses à la fois, forcément qu'on se surchauffe la carafe, comme on dit, et la sélénite permet de poser et apaiser. Ça fait du bien à tout le monde, ça, je pense. Exactement. La sélénite, c'est la pierre à offrir à tout le monde et elle est vraiment pas chère en plus. Après, tu as des douleurs de front parce que des fois, la migraine ne prend pas tout le corps, toute la tête, pardon. Ça ne concerne que le front. Quand c'est le front, il y a 3 pierres de prédilection. L'améthyste, le saphir ou la malachite. Malachite quitte le mal. J'en avais déjà parlé, c'est une pierre verte qui absorbe. On la place sur son front le soir et tu vas voir que ça apaise au bout de 10, 15, 20 minutes. On sent vraiment que ça se décontracte de ce côté-là. En général, les douleurs de front, c'est quand on s'empêche à ressentir nos intuitions. Quand on est trop, tu sais, on plisse le front. Donc, forcément, en plissant le front, on plisse le 3e œil. Et forcément, ça crée une gêne, si tu réfléchis. Tu as raison. Voilà. Et enfin, la douleur de l'occiput. Donc, ça, c'est derrière. Quand on a la douleur dans l'occiput, il y a 2 pierres qui sont très favorables au bon rétablissement et à la détente. C'est la topaze. C'est une pierre jaune dorée. Et la kunzite. Kunzite, ça s'écrit K-U-N-Z-I-T-E. C'est une pierre blanc rosée. Et en fait, on les place au niveau de l'occiput et on dort dessus quelques minutes. Bon, on peut pas, si vous dormez trop longtemps, c'est pas grave. Il va rien se passer de dramatique. Vous n'aurez pas de problème pour revenir. Mais ça va vous détendre toutes les tensions qu'il peut y avoir. Ça, c'est pour la partie des minéraux, tu vois. Allez, huile essentielle. Alors, la petite recette en huile essentielle, c'est une recette connue qui est la suivante. Vous prenez de l'huile essentielle de muscade. L'huile essentielle de muscade réduit la douleur puisqu'elle est riche en monoterpènes. Elle agit en tant qu'antalgésique et analgésique. D'accord ?
Elle va renforcer l'action de la menthe poivrée, qui est vraiment l'huile essentielle des anti-migraineux. La menthe poivrée apaise les douleurs des migraineux puisqu'elle est riche en menthol et en tant que telle, elle agit en antalgique et en antispasmodique. Après, je vais donner les poceaux, rassurez-vous, ça arrive en dernier. Il y a le basilic. Le basilic est riche en méthicavicol. C'est un antispasmodique puissant. Ça diminue les contractions des vaisseaux sanguins. Quand il y a migraine, forcément, ça, tu vois, ça bourgeonne de tous les côtés, ça fait extrêmement mal et ça touche tout le système. En quatrième, il y a la lavande. La lavande va réduire le flux sanguin parce qu'elle est riche en ester monoterpénique. C'est technique. Ça devient compliqué, oui. Eh oui, c'est l'aromathérapie. Propriété hypotensive et vasodilatatrice. Elle va inhiber la sensation de douleur. Et nous allons mettre ces 4 huiles dans une base de macérat huileux de millepertuis. Le millepertuis va réduire l'inflammation des vaisseaux. Et il a un avantage extraordinaire, c'est que le millepertuis va empêcher tout surdosage parce qu'il va diluer les huiles dans lesquelles qu'on va mettre à l'intérieur. Tu vois, tu risques pas d'avoir un surdosage parce que tu sais bien que quand tu mets les gouttes, si on passe de 19 gouttes à 22 gouttes, il n'y a pas de souci. Le millepertuis va faire son travail. D'accord. La posologie de cette petite recette, c'est 20 gouttes de muscade, 20 gouttes de menthe poivrée, 10 gouttes de basilic, 10 gouttes de lavande vraie et 40 à 50 gouttes de macérat huileux de millepertuis. 40 gouttes de macérat huileux, ça fait 2 ml pour avoir un ordre d'idée. D'accord. On met tout ce petit mélange. On évite de l'exposer au soleil pour des raisons évidentes. C'est comme toutes les huiles essentielles, ça n'aime pas du tout le contact au soleil. On met 4 gouttes de ce mélange au point douloureux en évitant évidemment à côté des yeux. Ça serait vraiment pas agréable. Et on l'applique 3 fois maximum pendant 2 à 3 semaines. Après ça, on fait une pause parce qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses. Voilà. Cette préparation, elle n'est bonne que pour les adultes, pas les femmes enceintes, pas les enfants, pas les épileptiques, pas les personnes qui ont trop de fluidité sanguine. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il faut être sûr que si tu as déjà... comment te dire, le sang qui est plus fluide parce que tu as des problèmes de circulation de sang extrême, c'est pas une bonne idée que de prendre des essentiels qui vont accentuer le truc. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a cette logique-là. Donc, si on n'est pas allergique, si le médecin n'est pas contre un usage, on peut très, très, très bien le faire. C'est ce principe-là. Et c'est une recette que je viens de te indiquer. Tu peux remplacer le basilic par le golteri, par exemple, ou par l'estragon, pour ceux qui ont ces huiles-là, parce que ça est pareil, d'accord? Mais la base, c'est millepertuis, puisqu'il réduit l'inflammation des vaisseaux. Et que, surtout, il travaille en très bonne synergie avec les huiles que je t'ai présentées. Pour l'avoir expérimenté et conseillé à plus d'une personne, cette recette marche très, 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 très bien. Mais c'est la potion magique, parce qu'en plus, il y a plein de trucs et tout dedans. Ça, c'est... Voilà. Tous les aromathérapeutes la connaissent. Quand tu as des personnes migraineuses, tu la prescris et franchement, ça marche très, très, très bien. D'accord. Non, ça n'empêche pas de travailler aussi sur pourquoi est-ce que j'ai vu ça. Ben oui, non, c'est sûr. La cause est plus importante encore que le traitement, ça c'est évident. Voilà. Entendu. Vous pouvez retrouver tous les conseils d'Amel sur son site quantum.org et Amel, j'ai découvert que tu avais un nouveau site. C'est ça. www.atlas-balancing.fr. C'est ça, on ne peut rien te cacher, tu es déjà au courant. Oui, c'est ça. C'est la nouvelle e-boutique de Atlas Balancing. Donc, elle est plus ludique, elle est plus accessible et c'est le processus du soin Atlas, réalignement de l'Atlas avec des codes sonores, des codes sonores de voyelles sacrées qui travaillent sur l'ADN, la Merkaba, les chakras, sur le système endocrinien, etc. Et donc, c'est la création de mon mari, comme tu le sais, Aymeric Blanc, qui travaille sur le son et le principe du son et du 432 Hz et de tout ce qui le compose. Donc oui, c'est une boutique à visiter et pour ceux qui ont la conscience que le son agit sur le corps, vous ne serez pas déçus du voyage.
Voilà, à visiter et à écouter. D'ailleurs, vous pouvez réécouter notre entretien avec Émeric sur Miasme du mois de juillet l'année dernière, juillet 2017, il me semble. Tout à fait. Bon, ben merci Amel. Et ben écoute, on se retrouve dans 2 semaines. Et puis, on va passer à notre revue de presse, Dino. Oui, bah oui, Aurore qui voulait nous présenter encore un nouveau magazine, bah, pas un nouveau magazine, mais un nouvel arrivage de Flo, le dernier, le 23. Alors, ce magazine, il m'a plu parce qu'il y a une magnifique couverture avec des fleurs. On sent déjà le printemps. Il y a vraiment des couleurs, des papillons. Les papillons, c'est vraiment, voilà, le renouveau, la nature qui se réveille. Alors, dans ce magazine, il y a beaucoup de surprises. Il y a des petits stickers. Alors, je ne sais pas si on voit vraiment très, très, très bien. Et c'est marqué « Rien n'a plus de valeur qu'aujourd'hui », par exemple. Merci. Et on peut le coller là où on veut. Voilà. Et c'est très sympathique. Il y a des marque-pages aussi très sympathiques comme celui-ci. On dirait des chats. Alors non, c'est des fleurs. C'est des fleurs. Donc il y en a plusieurs comme ça. Il y en a plusieurs. Donc je trouve ça très sympathique. Ouais, c'est clair, c'est beau. Merci, Amel. Et donc, il y a des petites phrases, dont une que j'aime aussi beaucoup, c'est « La lune est le rêve du soleil ». C'est magnifique, c'est très, très beau. Il y a plein de poésie. Il y a plein de poésie, exactement. Et donc, dans ce sommaire, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce qu'on y parle. Alors là, par contre, comme j'ai enlevé mes marque-pages, vous voyez que c'est petit, mes marque-pages. Du coup, je ne sais plus où était l'article que j'avais mis de. Voilà. Que j'avais. Voilà, il est là. C'est apprendre à ralentir. Alors, dans cet article-là, c'est dit ne soyons pas esclaves du temps, parce que malheureusement, aujourd'hui, nous sommes esclaves du temps. Et même si nous disons le contraire, nous ne sommes pas réellement libres, parce qu'il faut aller très vite, il faut avoir un rythme accéléré, il faut pouvoir être compétitif, il faut pouvoir être toujours à la page, il faut pouvoir être dans le coup. Et tout ça fait qu'à un moment donné, on oublie de prendre le temps. Ce temps-là, on ne le prend plus, que ce soit avec soi-même, avec les autres, pour vivre des relations de qualité, des relations profondes et vraies, authentiques. Donc ce temps, malheureusement, il ne se ralentit pas du tout. Et on aimerait croire réellement que c'est le cas, mais ce n'est pas du tout ça. Voilà, il faut apprendre à nous contenter de ce qui nous est familier, de rester dans ce qui est possible pour nous de vivre, parce que souvent on a envie de vivre des choses différentes. Et dans cette différence-là, malheureusement, c'est vraiment la course au temps. Et l'accélération conduit à un rapport d'aliénation. Cela signifie que nous manquons l'opportunité d'entrer vraiment en relation avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Donc, comment être plus réceptif à toutes les opportunités que la vie nous permet de vivre aussi. Donc, on aspire à l'efficacité et on cherche toujours le résultat. Et je pense que ce qui est important, c'est pas seulement aujourd'hui l'argent, l'éducation, la santé, mais c'est aussi d'autres valeurs. Donc, c'est vouloir toujours plus d'argent, c'est vouloir être en meilleure santé pour pouvoir être beaucoup plus performant, être toujours jeune, montrer que nous sommes toujours jeunes, que nous n'avons pas pris de l'âge. Voilà, avoir toujours cette image de la jeunesse éternelle. Et malheureusement, dans tout ça, où nous en sommes réellement? Ça, c'est une grande question qu'on peut se poser. Donc, où allez-vous plutôt choisir de rester là où vous vous sentez en résonance, c'est-à-dire où vous faites ce que vous aimez et où vous êtes en totale adéquation? Vous pouvez choisir de suivre la voie de la croissance et de la progression, ou alors apprécier et entretenir ce que vous avez déjà, une attitude qui permet d'accéder à la résonance. Cet article est très, très, très bien fait. Moi, je ne parle pas aussi bien que l'article. Je parle avec mes mots à moi qui sont très simples. Mais tout ce qui résonne par rapport à cet article, c'est prenons le temps simplement d'être réellement qui nous sommes, dans le temps qui nous est vraiment familier, dans le temps qui est juste pour nous. Et pas le temps qui nous est imposé à chaque instant.
je pense que ça serait déjà une belle performance pour nous. C'est ce que j'en pense en tout cas. Oui. Et dans ce numéro de Flow, numéro 23, est-ce qu'on va retrouver, tu sais, les pages que j'aime bien retrouver dans ce genre de magazine, des petites recettes, soit bio, soit vegan, soit... Oui, absolument. Il y a le vegan à l'italienne. Donc, il y a des recettes de plats italiens. Et il y a une image de Sophie et Lorraine qui m'a fait beaucoup sourire parce que c'est marqué « Tout ce que vous voyez, je le dois aux spaghettis ». Et c'est Sophie et Lorraine qui l'a dit. Donc, cette actrice italienne des années 60, 50, qui a eu beaucoup de succès, qui aujourd'hui a déjà quelques années, mais qui, pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous devez savoir qui c'est Sophie et Lorraine. Oui, regarde, elle est juste là. Voilà. Alors, donc, dans ces fameuses recettes de végan à l'italienne, est-ce que toi, tu les as essayées? Alors non, je ne sais pas essayer, mais alors c'est vrai qu'il y a des plats typiquement italiens. Alors il y a des plats donc aux champignons, il y a des plats par exemple soupe d'orge, champignons et épinards, qui a l'air très sympathique. Il y a des farinata, des galettes de pois chiches au romarin, qui sont très bonnes aussi. Et puis il y a aussi des spécialités de ricotta à l'amande, de cantucci amandes et pistaches. Donc ça aussi, c'est une spécialité toscane qui est revisitée et se prête à toutes les saveurs. Donc ça aussi, c'est très, 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 très bon avec les amandes et les pistaches. C'est un pur délice. Et là, on nous explique comment la préparer. C'est 10 minutes de préparation et cuisson de 30 à 35 minutes. Donc je pense que c'est accessible à tout le monde. Oui, tu vois, tu nous as donné encore une fois l'eau à la bouche. Mais la prochaine fois, il faut absolument que tu les essayes, tu vois. Je suis sûr que tu pourras même nous faire des belles photos de ces plats, etc. Pourquoi pas? Ouais, non, pourquoi pas hein. Bon, en tout cas, voilà, c'est un numéro où il y a plein d'articles. À chaque fois, on passe sur 2 articles rapidement parce qu'on n'aurait pas le temps de tout faire. Mais en tout cas, ça vaut la peine, oui. De découvrir ce magazine, ça vaut vraiment la peine. Voilà, vous les retrouvez dans vos kiosques à journaux habituels. En tout cas, je vous remercie d'être venu ce soir pour présenter vos nouvelles chroniques. Et puis, si vous le voulez bien, on va retrouver immédiatement l'entretien qu'on a passé avec notre Vénusienne de service et sa sagesse qui est à toute épreuve. Allez, on écoute Lily. Eh bien, bonjour Lily. Salut Antoine, bonsoir à tous. Alors, ce soir, Lily, dans le cadre de ta chronique de sagesse de Vénusienne, tu voulais aborder le thème de l'équilibre entre le masculin et le féminin, le yin et le yang. Oui Antoine, je voudrais dire à mes chers amis terriens, en fait, je voudrais les sensibiliser à la question de la sagesse féminine versus sagesse masculine et à la nécessité d'équilibrer ces deux tendances, en fait. J'observe que dans la plupart de vos philosophies de terriens, dans vos religions, en fait, le but ultime de l'existence semble être de quitter la vie, de sortir de la roue des incarnations pour regagner le ciel, pour se diluer dans le cosmos. Selon certaines interprétations de vos mythes fondateurs, il semble même que vos existences sur cette terre soient la résultante d'une faute, d'un péché. Alors cette vision des choses vous invite non seulement à penser votre Dieu comme un punisseur, mais aussi cela vous incite à considérer vos vies comme une punition, comme une faute de laquelle il faudrait se libérer. En tant que vénusienne, mais aussi en tant que femme, et en tant que mère qui a porté la vie dans ses entrailles, je ne peux pas adhérer à une telle vision. Et je crois qu'il est urgent de donner la parole à celles et à ceux qui portent sur terre la sagesse des mères. L'harmonie, en fait, ne peut exister que dans les choses équilibrées, et je pense qu'il est nécessaire de trouver la juste synergie entre la dynamique du principe masculin et celle du principe féminin. Car en vérité, cette vision de l'existence, valorisée par la plupart de vos philosophies, répond à la logique du principe masculin. Alors, je ne veux pas dire qu'elle est celle des hommes et qu'elle s'oppose à celle des femmes. Je parle du principe masculin qui correspond au yang, par opposition au yin, qui sont des principes, c'est-à-dire des dynamiques évolutives présentes en chaque individu, qu'on soit un homme ou une femme.
Les principes féminins et masculins correspondent à deux mouvements intérieurs qui agissent en fait dans des dynamiques opposées. Alors, force est de constater que votre civilisation valorise plutôt les qualités masculines. Une vision très pragmatique des choses, très rationaliste, extrêmement structurante, en fait en lien avec le mental. Ce sont ces aspects-là qui sont valorisés plutôt que l'intuition, le ressenti ou l'écoute, qui sont des dynamiques plus féminines. Et cela est si vrai que même la part en fait de féminité chez les hommes est stigmatisée, moquée ou ridiculisée. Précisément, nous vivons dans un monde où les deux principes n'ont pas su trouver l'équilibre. Et le principe masculin domine pratiquement en tout lieu. Or, cela n'est pas sans conséquence pour chacun des genres, mais aussi pour l'équilibre social. En vérité, le monde souffre de cette division. Division intérieure qui conduit les individus à trouver difficilement l'équilibre en eux-mêmes. Division du monde qui conduit les hommes et les femmes à une cohabitation difficile. Division qui entraîne un déséquilibre violent dans nos manières d'agir, de penser ou de nous considérer nous-mêmes. D'un côté, il y a le principe féminin, donc ce courant pulsionnel, cet élan vital qui nous pousse à nous extérioriser, à communiquer, à nous lier aux autres. De l'autre, il y a le principe masculin. C'est le mouvement contraire, donc qui conduit vers l'intériorisation, l'autonomie et le détachement. Le féminin, c'est aussi cette force dans l'univers qui enfante, qui porte la vie dans la matière, à la manière d'une femme enceinte, justement, qui crée la vie, et donc qui met en matière l'esprit. Ce principe, il va favoriser l'expansion, la multiplication, la reproduction. Le masculin, lui, est là pour réguler ce féminin dans sa dynamique expansive. Précisément, c'est ce mouvement intérieur, ce principe masculin, qui va favoriser la restriction, le retrait affectif, mais aussi l'introspection. C'est aussi la force dans l'univers qui vise le retrait de la vie, la désincarnation, la dissolution de la matière. En fait, le féminin, c'est un peu comme l'étoile rayonnante, la vie, la matière, et le masculin, c'est le trou noir, l'esprit, en fait, pur, détaché du corps, en fait, c'est la non-matière. Ainsi, le féminin, c'est le désir qui porte vers l'extérieur, mais c'est aussi l'émotion, la création, et tout ce qui se rattache au corps et à la matière. Il nous porte donc vers la vie, à proprement parler. Là où le masculin, lui, vise le retour au pur esprit, donc par le renoncement au lien, par le détachement du monde, par l'investissement de soi. Et chacune de ces dynamiques porte en elle une sagesse. Alors en fait, la sagesse féminine, elle vise en fait l'unité à travers le rassemblement de ce qui est éparse. C'est la quête d'une unité qui serait une reliance, l'unification à travers la multiplicité. Alors que la sagesse masculine, quant à elle, elle vise aussi l'unité, mais à travers un retour à l'indifférencié, à la non-matière et donc à l'évanescence. En tant que vénusienne, il me paraît fondamental d'harmoniser ces deux principes en soi-même, mais aussi dans le monde. La mentalisation, l'intellectualisation, la rationalisation, l'individualisme ont nécessairement besoin d'être équilibrés par le ressenti, l'intuition, la communion. Sans cela, nous créons une réalité semblable à celle de votre monde, un monde froid, obsédé par le contrôle, guidé par le cerveau plutôt que par le cœur. Enfants de la Terre, du fait de ce déséquilibre des forces, vous vous déchirez dans vos couples, vous entrez dans des luttes de pouvoir et pire encore, vous vous entretuez. Et vous trouvez 1000 arguments, 1000 analyses, 1000 justifications qui sont purement intellectuelles pour légitimer vos guerres, vos dominations, ou vos réactions violentes. Vous pensez, il faut être réaliste, opérationnel, pragmatique, il faut agir, réprimer plutôt que de dialoguer. Vous dites, on ne veut pas être détruit par l'autre, alors il faut soi-même détruire l'autre. Ainsi, vous bâtissez un monde où il y a nécessairement un perdant et un gagnant. Pourtant, le maître mot, c'est l'équilibre. La raison doit être au service du cœur. Et se mettre à penser le monde avec le cœur, en sortant du mental, c'est revenir à l'essence de nos êtres véritables. Car le mental est à l'écoute de la peur. Le mental dit « il faut détruire l'ennemi avant qu'il nous détruise ». Le cœur, lui, est sagesse qui respecte notre vérité profonde. Le cœur sait que l'ennemi, c'est la peur.
L'intellect, froid, purement rationnel, trouve des solutions qui divisent les opinions et les points de vue. Dans un débat, tout le monde a raison, mais personne n'est d'accord. L'intelligence du cœur, elle, revient à l'essentiel. Nous sommes des êtres d'amour, et c'est au regard de cette évidence qu'il nous faut guider nos actions et nos décisions. Et toute décision qui ne respecte pas ce principe fondamental doit être écartée. Si je trouve légitime de faire la guerre, c'est que j'ai perdu de vue celui ou celle que je suis vraiment, et ce que nous sommes tous, universellement. Même si le mental nous fournit 1000 excuses rationnelles, détruire l'autre, c'est se détruire soi-même. Répondre aux barbares par la barbarie, c'est se réduire soi-même, se condamner à devenir précisément l'ennemi qu'on combat. Eh bien, merci Lily. Difficile de rajouter quelque chose là-dessus, surtout que le débat est vaste et prendrait des heures et des heures d'émission. Moi, je voudrais juste donner un exemple, illustration rapide comme ça. C'est par exemple la question de, il y a quelqu'un, un ami, je dis n'importe quoi, qui te trahit. Bah, tu peux te dire, alors tu t'es blessé, tu vas te dire, tiens, je vais me venger. Tu vois, il y a des gens qui vont se dire, ah, il m'a trahi, il faut que je répare cet outrage et donc je vais me venger d'une manière ou d'une autre. Mais c'est oublier de penser la question au bon endroit, puisque la vraie question, c'est moi, qu'est-ce que je veux? C'est-à-dire que cette souffrance que je ressens, ou cette volonté, cette colère qui s'exprime, elle est le symptôme de quoi? Elle est le symptôme de mon désir d'aimer, d'être en paix, de vibrer, de communier avec l'autre. C'est la même chose avec les guerres. C'est-à-dire qu'on fait la guerre au nom de la paix. C'est grave. On est en train de dire, moi, je veux rester en paix chez moi, alors je vais aller tuer tous les gens d'un pays. C'est pas entendre la vérité du cœur, là. C'est se donner une excuse pour rassurer la peur qui est purement mentale et qui ne repose sur aucune vérité profonde. Le mec qui t'a trahi, ou le pays qui t'a, ou le pays là avec lequel tu as un désaccord, au fond de toi, tu souhaites pas leur mort. Au fond de toi, ce que tu veux, c'est être en paix. Et donc, il est, je crois, utile de se rappeler de ça et de se dire comment je fais pour trouver d'autres solutions qui ne font pas de moi ce que je ne suis pas. Et donc, dans des questions comme ça, plutôt que de débattre pendant des siècles sur faut-il ou pas tuer quelqu'un, ou faire une guerre, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut partir du principe que non, il ne faut pas, parce que c'est fondamental pour mon équilibre personnel de ne pas me transformer en meurtrier. Et donc, partant de là, je dois faire l'effort intellectuel de trouver des solutions pragmatiques pour résoudre les enjeux qui sont ceux du présent. Et non pas céder à la facilité de dire « Ah bah oui, mais on va mettre ça loin de nous, on va exterminer le truc, comme ça, et on voit bien que ça ne marche pas, puisque plus tu tapes là, plus ça te revient, tout le temps. » Donc, rappelons-nous de ce à quoi on aspire plutôt que de nos peurs. Rappelons-nous de qui nous sommes et qui on est, c'est autant ces mouvements qui nous tirent vers la vie, vers le lien, vers la compassion, vers l'entraide, vers l'union, vers la sensibilité, que ce mouvement qui va nous dire il faut être pragmatique, rationnel, structuré, opérationnel et agir. Et c'est seulement quand on aura fait ça qu'on ne sera plus dans le déséquilibre barbare, en fait, dans la violence constante, et qu'on ne sera pas non plus dans l'inaction ou la naïveté, etc. Tu vois, c'est cette rencontre-là, ce juste équilibre. Et ça passe par la vérité profonde. Et donc, le mental déplace la vérité du questionnement. La vérité du questionnement, c'est pas qu'est-ce qu'on va faire de ces gens, c'est est-ce que moi, je suis prêt à accepter une solution où je détruis ces gens. Tu as tout à fait raison. Eh bien, merci Lily pour cette nouvelle sagesse de Vénusienne. Merci à toi. Ben voilà, on arrive à la fin de notre émission. Je vous remercie d'être venus encore une fois nombreux ce soir pour nous partager vos chroniques. Et puis, comme à notre habitude, jusqu'à la sortie de son album, on écoutera sur le générique de fin un extrait de l'album de Lily Oz. Voilà. Philippe, bon rétablissement, à dans 2 semaines. Merci, à dans 2 semaines. Amel, merci d'être passé. Et puis je suis persuadé que voilà, ta chronique sur la migraine
Ça va vraiment intéresser beaucoup de personnes et qu'il va y avoir plein de petits apprentis aromathérapeutes qui vont tester les mélanges à ne pas ingérer, hein. On le rappelle, c'est en application cutanée. Exactement. Merci beaucoup. À dans 2 semaines. Et puis Aurore, si vous voulez retrouver Aurore, donc vous avez son nouveau site aussi, tout beau tout neuf, www.aurorepignonne.com. Merci Aurore et à dans 2 semaines pour un nouveau magazine. Au revoir à tout le monde. Bon, Dino, merci de m'avoir accompagné jusque-là. Et puis on se retrouve soit dans 2 semaines, soit un peu plus tard, parce que je crois que tu as peut-être des vacances à prendre. Voilà. Ouais, c'est ça. On verra ça. Allez, ciao, merci à vous d'être restés jusqu'au bout et puis à très bientôt sur Miasma TV. Bye bye. Ciao. Ciao. Tu cherches toute ta vie la réussite à tout prix et tu cours en oubliant de vivre ces jours, obsédé dans ta quête, insatiable conquête. Tu vis en dehors d'ici, mais ne vois-tu pas que la magie est là, mais ne vois-tu pas la magie, c'est ici. Tu voudrais encore plus, tu voudrais du bonus, mais c'est le moment de prendre le temps. Aveuglé par l'éclat, tu te perds au-delà de toi, en dehors de toi, mais ne vois-tu pas que la magie est là, mais ne vois-tu pas la magie, c'est ici. De la vie, c'est l'amour que tu fuis, mais c'est aujourd'hui qu'il faut vivre ta vie, empêché par la peur d'embrasser le bonheur. Tu vis en dehors d'ici, mais ne vois-tu pas que la magie est là, mais ne vois-tu pas la magie, c'est ici. Et puis vous la retrouvez aussi régulièrement pour ces nouvelles bulles d'Aurore. Il doit y avoir la numéro 12 en ce moment sur le site. Alors c'est la bulle numéro 11, Antoine. Non mais Aurore, je t'explique. Ce numéro-là que l'on enregistre, il ne sera en ligne que dans 2 ou 3 semaines. Donc tu m'auras déjà envoyé ta numéro 12 entre-temps. Tu vois, je suis toujours dans l'anticipation. Voilà.